Bienvenue dans le débat. Anthony Blinken est arrivé à Shanghai. C'est la seconde visite du secrétaire d'État américain en moins d'un an en Chine, dans un contexte de retour des tensions entre les deux pays sur les questions commerciales et technologiques. Les États-Unis menacent notamment d'interdire TikTok si le réseau social chinois n'est pas vendu à des repreneurs américains, ce que refuse la maison mère. Le secrétaire d'État américain va évoquer aussi les questions de géopolitique, demander à la Chine de ne pas nourrir l'effort de guerre de la Russie et plaider pour sa retenue à l'égard de Taïwan. La Chine voit d'un très mauvais œil la dernière approbation par le Congrès américain de l'aide à Taïwan, ainsi que les alliances militaires entre Washington, le Japon et les Philippines. Juste avant de partir, Anthony Blinken a accusé une nouvelle fois Pékin de se livrer à un génocide contre les Ouïghours. Malgré toutes ces tensions, on peut dire que le secrétaire d'État américain semble vouloir aussi promouvoir une collaboration avec la Chine, puisqu'il rencontre des entreprises et des étudiants à Shanghai, une première depuis 14 ans. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, s'était rendue à Canton puis à Pékin au début du mois. Cette visite se fait aussi sur fond d'une affaire d'espionnage en Europe, avec l'arrestation d'un assistant parlementaire d'un député européen allemand, tête de liste de l'AfD, le parti d'extrême droite aux élections européennes. Il a été arrêté hier sur des soupçons donc d'espionnage au profit de la Chine. Cette visite d'Anthony Blinken en Chine peut-elle donc apaiser ces tensions entre les États-Unis et Pékin sur le front économique et technologique, mais aussi diplomatique? La stratégie de Washington à l'égard de la Chine est-elle une stratégie d'endiguement ou d'engagement? Et puis quid de l'Europe et de ses relations avec Pékin en pleine affaire d'espionnage en Allemagne? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir Jean-François Dimiglio à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Asia Centre. Bienvenue à vous. Alain Wang est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sinologue, enseignant à l'école centrale Supélec. Bienvenue également. Alain Chalpon est avec nous ce soir. Bonsoir, grand reporter, ancien correspondant de France Télévisions aux États-Unis et en Asie, en Chine en l'occurrence. Bienvenue. Et David Bavrez est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Normalement à Hong Kong, aujourd'hui à Paris. On est ravis. Investisseur, essayiste. Et puis alors votre tout dernier livre, il sort donc le 7 mai prochain. Bienvenue en économie de guerre. Et on va voir que ça concerne aussi la Chine. Merci d'être là. Avant notre discussion, je vous propose d'abord de faire un point en image avec Anna Perena. Augmenter la pression sur les dossiers sensibles tout en cherchant une plus grande stabilité avec la Chine. Voilà tout l'enjeu de la visite d'Anthony Blinken qui a atterri à Shanghai ce mercredi matin. Au programme des entretiens avec les dirigeants chinois à Pékin, pendant lesquels le chef de la diplomatie américaine devrait plaider pour la retenue envers Taïwan. L'île qui compte historiquement sur le soutien militaire des États-Unis et pour qui Washington a approuvé dans la nuit de mardi un plan d'aide militaire de 8 milliards de dollars. Ce qui n'a pas tardé à faire réagir Pékin. J'aimerais souligner que le renforcement des liens militaires entre les États-Unis et Taïwan ne leur apportera pas la sécurité et ne permettra pas non plus de sauver le destin funeste de l'indépendance de Taïwan. Cela ne fera qu'accroître les tensions et le risque de conflit. En cette année électorale américaine, il s'agit pour les démocrates de ne pas froisser leurs partenaires économiques, tout en paraissant aussi stricts que les républicains. Washington juge leurs pratiques commerciales anticoncurrentielles. Pour ne pas laisser à Donald Trump le monopole sur le sujet, Biden attaque frontalement Pékin pendant ses meetings, comme la semaine dernière à Pittsburgh. Leur population compte plus de retraités que de travailleurs. Ils n'importent rien, ils n'apportent rien. Je ne cherche pas à me battre avec la Chine, je cherche la concurrence, mais une concurrence loyale. Autre point de friction, la nouvelle loi approuvée au Congrès ce mardi sur TikTok, qui oblige la reprise de la très populaire application par une entreprise nationale, sous peine d'être bannie du marché américain. Des inquiétudes sur la cybersécurité qui se traduisent par cet ultimatum des législateurs, dont le timing ne devrait pas faciliter le challenge diplomatique du secrétaire d'État américain. Jean-François Dimiglio, cette stratégie américaine, finalement, Anthony Blinken en Chine, est-ce que c'est de l'endiguement à l'égard de la Chine, ce qui était quand même ce qu'on disait il y a un certain temps, ou de l'engagement, puisqu'il y va, après Janet Yellen, qui a eu une sorte de réchauffement avec Joe Biden au mois de novembre? Si vous voulez une réponse courte, moi je pencherais plutôt du côté de l'engagement, même si la situation est beaucoup plus complexe que ça. Et je dirais même plus, l'engagement et la volonté d'engagement vient probablement, paradoxalement, plus de Chine que des États-Unis. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que, en fait, l'événement fondateur de cette visite de Janet Yellen, de la visite de Blinken et du fameux coup de fil tout à fait exceptionnel entre Lloyd Austin
donc le secrétaire d'État de la Défense et son homologue chinois, le fait fondateur, c'est le coup de fil de Xi Jinping et Biden il y a 15 jours. En fait, on a l'esprit de San Francisco qui s'est arrêté de souffler pendant des mois. Où Biden et Xi Jinping se sont vus, donc au mois de novembre. Voilà, ils se sont vus. Et donc, ce qu'on a appelé l'esprit de San Francisco, c'était des promesses un peu vides, parce qu'il s'agit... Bon, le fentanyl, c'est pas sur le n'importe fentanyl, quoi. il devait C'est pas n'importe réguler. quoi. Mais bien sûr, pour la jeunesse américaine, c'est quelque chose. C'est aussi l'envers de la guerre de l'opium, n'oublions pas. C'est-à-dire que c'est la Chine qui envoie son opium aux États-Unis. Mais disons qu'il n'y avait rien de concret derrière cet esprit de San Francisco, il s'est arrêté de souffler. Aujourd'hui, la situation mondiale est telle qu'on a l'impression que c'est la Chine qui se dit « ce serait quand même peut-être pas mal de faire ce qu'on n'a jamais voulu faire, un G2 ». Non pas un G2 à parité, parce que la Chine ne veut surtout pas prendre de responsabilité. Donc là, vous dites finalement, c'est à la demande de la Chine qu'Anthony Blinken fait ce déplacement. Ce que je dis, c'est un que... G2, ça voudrait dire en fait une sorte de... ce qui se passe aujourd'hui déjà, Blinken, ou un nouveau Biden-Xi Jinping. La théorie de la Chine, c'est que tant que les conflits ne sont pas absolument explosifs, on peut les laisser se développer. Et surtout, plus tard, la Chine s'engage dans les situations conflictuelles, mieux c'est. Or, ce dont il a été question, et ce dont il va être question avec l'œil d'Austin en particulier, c'est tous les conflits dont on n'a pas parlé ici. C'est pas Taïwan, mais c'est toute la déstabilisation du monde, en particulier ce qui se passe à Gaza, où la Chine joue un rôle sans en jouer un, puisqu'elle n'est pas impliquée, mais avec les Houthis, elle bénéficie indirectement de la déstabilisation, puisqu'elle n'a pas pris de risque, mais en fait, ces bateaux passent, ils n'ont pas été attaqués, et donc, elle voit les risques monter. Et donc, je pense que la Chine est très inquiète de la déstabilisation du monde. C'est ma lecture. Donc, ça serait une volonté d'apaisement qui n'est pas forcément un engagement, mais qui est un réchauffement peut-être temporaire. Alain Wang, vous êtes d'accord ? Alors, moi, je regarderais plutôt sur le plan intérieur. Je pense qu'on est face à une Chine, bon, ils l'ont dit dans le reportage, une Chine qui vieillit rapidement, une Chine qui a du mal quand même à faire développer son commerce intérieur, qui normalement, dans la projection d'une économie duale, comme le président Xi Jinping l'avait présenté, devait remplacer plus ou moins les exportations de la Chine. Et on voit que la Chine est retournée complètement sur les exportations. C'est-à-dire qu'elle continue les exportations habituelles qu'elle a toujours fait. Puis aujourd'hui, elle est véritablement dans les nouvelles technologies, voitures électriques, panneaux solaires, etc. etc. Donc je pense qu'il y a deux critères, certainement l'extérieur, mais aussi beaucoup l'intérieur, parce que la reprise en main économique par Xi Jinping de ces 10 dernières années a été très violente, sur le plan de la technologie, sur le plan du secteur privé. Et donc aujourd'hui, il a besoin véritablement de redonner un peu d'air à tout le monde. Et je pense que ça joue aussi beaucoup. Donc vous êtes finalement assez d'accord. David Bavrez, vous qui rentrez de Hong Kong et qui parlez d'une économie de guerre à laquelle se prépare la Chine dans votre livre, vous êtes d'accord? Parce qu'on voit quand même que la pression américaine sur les entreprises chinoises n'a jamais été aussi forte. Oui, alors, l'économie de guerre, c'est pas la guerre. Et en fait, les États-Unis font le travail de définir cette rivalité systémique. Donc en fait, cette seconde guerre froide n'est pas incompatible avec Chine-América. Il y a toujours 700 milliards de dollars de business entre les deux pays. Et c'est l'hommage qui est rendu à Kissinger. Kissinger avait dit, vous devez définir les lignes rouges des deux côtés. Et donc il y a 3 sujets qui ont été évoqués par votre reportage. Il y a Taïwan, il y a l'accès à la haute technologie et il y a l'aide militaire à la Russie. Et sur ces 3 points, les États-Unis ont été très clairs en disant il y a des lignes rouges à ne pas franchir et donc on peut s'entendre. Mais on n'a pas l'impression qu'ils aient défini les lignes rouges, justement. Si. Alors, justement, les États-Unis ont fait le travail. Ils ont dit Taïwan, le statu quo. Taïwan, on va y revenir, mais sur le plan technologique. Sur le plan technologique, alors c'est très simple. C'est qu'ils ont dit vous n'avez pas droit à l'accès aux technologies. Les technologies du 21e siècle sont pour les États-Unis. Les technologies du XXe siècle sont pour la Chine, et c'est tout le problème que nous avons, nous, Européens, c'est que les technologies du XXe siècle, ce sont nous, les Européens, qui l'avons. C'est l'automobile, c'est la chimie, et donc nous sommes, nous, en rivalité systémique avec la Chine, mais nous n'avons toujours pas défini notre position, alors que les États-Unis ont dit le XXIe siècle est à nous, et le XXe est pour vous. Ça veut dire tout de même, Alain Chalvron, mesures protectionnistes. Alors maintenant, ça va arriver aussi sur l'acier, mais mesures protectionnistes dans tout ce qui est technologie. Ils avaient interdit déjà Huawei il y a quelques années. Et aujourd'hui, il est question donc d'interdire TikTok s'il n'est pas repris par un Américain au nom de la sécurité nationale. Donc la politique américaine, enfin les lignes rouges en tout cas, si elles sont précises, elles sont quand même dures.
Oui, alors TikTok, Huawei, tout ça c'est important, il n'y a pas de doute. Huawei est un géant par exemple et souffre de ce boycott américain. Mais le cœur du problème, ce sont les microprocesseurs. Les microprocesseurs, voilà, les puces électroniques. Les semi-conducteurs. Ou les semi-conducteurs. Je ne suis pas très spécialiste dans la matière, je dois le reconnaître. Mais il faut savoir que c'était la principale importation chinoise. La principale, numéro 1, avant le pétrole même. Donc ça, les Américains l'ont interdit. Alors ils ont mis fortes restrictions, disons. Ils ont visé une trentaine d'entreprises chinoises, dont la principale entreprise. Et ça fait beaucoup souffrir la Chine en ce moment. Mais c'est une arme à double tranchant, parce que quelle est la solution que les Chinois vont trouver face à ce problème ? C'est de se développer aussi en matière de semi-conducteurs. Ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Et déjà, ils ont fait, parce que c'est rentré en application en 2022, cette série de restrictions. Mais ils en souffrent, vous dites. Oui, ils en souffrent beaucoup, mais ils vont trouver des solutions pour compenser cette impossibilité d'importation. Jean-François Di Miglio, quand les Américains disent on veut vendre TikTok, on va interdire TikTok, ça fait mal à la Chine si ça arrive effectivement ? C'est pas l'interdiction de TikTok qui fait mal à la Chine. C'est le contexte général dans lequel ça se passe. C'est effectivement, indépendamment de ce dialogue sur des problèmes fondamentaux de la géopolitique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'influence chinoise, puisqu'il est évident qu'il y a TikTok, il y a un certain nombre d'autres instruments. Il y a aussi des chevaux de Troie. Vous allez parler tout à l'heure de l'espionnage chinois. Et c'est bien ça qui est dénoncé, c'est-à-dire la façon qu'a la Chine d'infiltrer des systèmes. C'est bien ça qui est visé. Et donc ça, on met à jour effectivement la capacité chinoise d'infiltrer des systèmes. Ça, c'est une prise de conscience. Alors eux s'en défendent, ils disent on n'infiltre pas le système de TikTok, c'est du divertissement, ils se défendent les Chinois. Mais est-ce qu'effectivement il y a un risque pour celui qui utilise TikTok finalement que les Chinois d'abord récupèrent les données, enfin c'est ça le risque ? Bien sûr, c'est comme pour Huawei. On n'a pas démontré l'existence de portes de derrière, comme on dit pour Huawei, de backdoors, c'est-à-dire de systèmes qui permettent d'entrer dans les systèmes qui utilisent Huawei. Il y a néanmoins un fort soupçon, mais au-delà de ces soupçons, il y a l'accumulation de données. Quand vous accumulez des données, et ça c'est le jeu chinois, mais depuis toujours, on n'a pas besoin de TikTok ou de Huawei pour ça. On accumule de la donnée, ça fait de la connaissance, et cette connaissance, on va la transformer en valeur. Donc ça se justifie que les Américains finalement soient tracent ces lignes rouges. Oui, mais je pense qu'il faut avoir une image un peu plus globale par rapport à TikTok, parce qu'on est toujours focalisé dans le débat américain ou européen avec la Chine, mais il faut savoir aussi que l'Inde a interdit TikTok, que l'Afghanistan a interdit TikTok, que la Corée du Nord a interdit TikTok, que l'Iran a interdit TikTok, que la Somalie l'a interdit il y a quelques jours, que le Kenya est en train de... Voilà, je veux dire, attention, ça veut dire que c'est pas simple. Et c'est souvent d'ailleurs aujourd'hui, quand on regarde, les dictatures qui ont pris des décisions extrêmement rapides sur l'interdiction de TikTok. Et d'ailleurs, la Chine n'autorise pas TikTok sur son territoire. Elle a une application qui lui ressemble, qui s'appelle Douyin, mais c'est pas du tout ce que les jeunes ont, à quoi ils ont accès à Donc l'extérieur. C'est très différent de TikTok. C'est très très différent. Ça n'a rien à voir. Et TikTok, c'est l'illustration de ce que je vous disais. C'est une technologie du 21e siècle sur laquelle la Chine est en avance sur les États-Unis, puisqu'en fait, c'est ce qu'on appelle le live streaming. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de commerce à partir de vidéos avec des algorithmes de préférence basés sur la vidéo qui est le futur du commerce. La Chine est en avance sur les États-Unis et les États-Unis disent, c'est ce que je vous ai expliqué, cette industrie du 21e siècle, il est hors de question que la Chine soit en avance sur nous. Donc, on interdit. Et la raison pour laquelle les États-Unis veulent racheter TikTok... Interdit, pardonnez-moi, David, ils ne l'ont pas interdit tout de suite, justement. Non, mais alors, elle s'est installée, ils disent juste aujourd'hui, il y a 1 milliard. C'est permis, mais on doit le posséder. Donc, la seule chose que veulent les États-Unis, c'est récupérer l'algorithme de préférence de vidéo de manière à pouvoir rattraper la Chine. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier. Il y a deux Chines. Il y a la Chine des néo-lénino-marxistes qui disent on ne veut plus du secteur privé. Et puis vous avez la Chine des entrepreneurs privés qui sont les meilleurs entrepreneurs du monde et qui battent les Américains si vous les laissez se développer. Donc TikTok est emblématique de ce que je vous ai dit. Les États-Unis ont été très clairs sur la ligne rouge. Si vous êtes meilleur que nous dans une technologie du 21e siècle, vous ne pourrez pas la développer aux États-Unis. On va écouter Joe Biden.
Comme les entreprises sidérurgiques chinoises produisent beaucoup plus d'acier que la Chine n'en a besoin, elles finissent par déverser l'excédent d'acier sur le marché mondial à des prix déloyalement bas. Et ces prix sont déloyalement bas parce que les entreprises sidérurgiques chinoises n'ont pas à se soucier de faire des bénéfices car le gouvernement chinois les subventionne abondamment. Ils ne sont pas en concurrence, ils trichent. Alain de Chalvon, il triche les Chinois. Alors il est en campagne tout de même, Joe Biden, mais il a un discours qui est quasiment aussi dur que celui de Trump. Oui, dans le discours, de la Chine. Dans le discours, c'est vrai, mais néanmoins, et c'est la situation paradoxale qui est celle d'aujourd'hui, on est d'accord sur rien, à peu près, entre les Chinois et les Américains, ou en tout cas, on a beaucoup de divergences sur les plus grands sujets, mais le dialogue a repris, et il a repris, je dirais, vivement même, parce que des délégations américaines ces derniers mois, il y en a pratiquement tout le temps. Il y a eu le secrétaire au Trésor, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais il y a eu aussi des délégations du Congrès, il y a eu... Donc les deux ont intérêt tout de même à ce qu'il y ait une sorte d'accalmie, parce qu'il y a une interdépendance. Voilà, exactement. Et ils ont une interdépendance, et puis surtout, ils veulent les uns et les autres éviter le pire. Oui, mais alors, pour y revenir, Jean-François Di Meglio, Janet Yellen y va, on pense qu'effectivement c'est pour une entente, un dialogue, et puis juste après, elle dit qu'elle veut sanctionner les entreprises chinoises subventionnées dans l'aluminium et l'acier. Là, on n'est même plus dans un secteur, on n'est plus dans la technologie. On parle d'aluminium et d'acier, donc c'est autre chose. Même chose, Anthony Blinken dit il va voir des entreprises chinoises, et en même temps, juste avant de partir, il parle des Ouïghours. Donc, il y a vraiment, c'est quoi, c'est un rapport de force ? Il y a effectivement... Il y a un discours et la réalité ? Il est clair qu'on parlait effectivement de la continuité entre Trump et Biden, mais il y a une continuité qui remonte à un peu plus longtemps que ça, c'est-à-dire la vision d'Obama lui-même. Dès Obama, en fait, on a cette volonté ou cette velléité de découplage. Et donc, la dénonciation que fait Trump, c'est le résultat d'un certain nombre de constatations qui sont déjà faites sous Obama. Mais ça n'empêche pas qu'on ait effectivement ce qu'on peut appeler un double discours, c'est-à-dire un discours géostratégique parce qu'il y a des responsabilités ultimes que les deux doivent prendre, et on profite d'une certaine façon de cette faiblesse qu'Alain a tout à fait eu raison de noter, c'est-à-dire la faiblesse de l'économie chinoise domestique, pour enfoncer des pions dans ce dispositif. Et donc là, il y a effectivement une réelle conflictualité au niveau économique et au niveau géoéconomique, on peut dire, avec une imbrication géostratégique sur les très grands problèmes. C'est effectivement relativement difficile à comprendre pour nous qui sommes, comme l'a dit David, relativement en dehors de ce jeu bipolaire. Mais quand vous dites nous, vous parlez des Européens ? Des Européens. S'il existe quelque chose aujourd'hui face à la Chine qui s'appelle l'Europe, ce dont on peut douter, puisqu'on va le voir avec le voyage de Xi Jinping en Europe prochainement. Alors justement, oui, ça serait intéressant d'en dire un mot. Tout d'abord, donc, on va parler aussi de ce volet géopolitique, puisque le secrétaire d'État américain doit évoquer notamment l'Ukraine et demander, semble-t-il, à la Chine de ne pas nourrir l'effort de guerre de la Russie. On va écouter la réaction, en tout cas, côté chinois. La Chine a toujours maintenu une position objective et juste, à plaider activement pour des pourparlers de paix et à pousser à une résolution politique. La Chine n'est ni à l'origine ni partie prenante de la crise ukrainienne et n'a jamais jeté de l'huile sur le feu, et encore moins profité de la situation pour en tirer ses propres bénéfices. Nous n'accepterons pas que d'autres se renvoient la balle ou nous rejettent la responsabilité. Il convient de souligner que la Chine a le droit de développer des relations commerciales normales avec tous les pays, y compris la Russie, sur la base de l'égalité et du bénéfice mutuel. Alain Wang, en fait, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont vraiment des liens avec la Russie. Les Chinois, en tout cas, ils ne reconnaissent pas, ils ne disent pas officiellement qu'il y a une livraison de matériel militaire, mais il y a de l'équipement. Il y a eu assez rapidement, les entreprises russes se sont tournées vers la Chine assez rapidement pour s'approvisionner en différents matériaux dont ils avaient besoin. Donc quel type de matériaux ? Tout ce qui est un peu les puces électroniques. Alors on disait qu'ils vendaient des frigidaires, qu'ils vendaient des tas d'autres objets à côté, mais enfin la réalité, la machine à laver. Mais la réalité, c'est quand même que la Chine a continué à fournir énormément de matériel dont a besoin la Russie. Ça, il y a aucun doute. Moi, j'étais l'année dernière à Moscou. J'ai bien vu leur réorientation de toutes les entreprises, même étrangères, qui étaient sur place et qui se tournaient vers la Chine et qui entamaient des relations, on va dire, entre eux
et la Russie. Donc c'est pas étonnant, je dirais. La Chine ne reconnaîtra jamais, évidemment, comme peut-être elle ne reconnaîtra jamais non plus les accords qu'elle a avec l'Iran, parce que je suis pas sûr que l'Iran puisse fournir autant de matériel aujourd'hui dans le conflit avec entre le Hamas et Israël, sans que derrière il n'y ait pas une petite aide. Ça me paraîtrait un peu difficile, ça serait difficile à comprendre. Oui, donc il y a bien une actualité géopolitique. Il y a une actualité géopolitique. Qui va être au cœur des discussions. Mais je pense que la Chine se repositionne stratégiquement comme étant un cœur, on va dire, d'opposition vis-à-vis de l'Occident, et qu'elle est en train de réorganiser le monde tel qu'elle a envie de le voir, et elle met en place d'ailleurs des tas de structures. On peut parler de l'Organisation de coopération de Shanghai de 2001. Au démarrage, on a dit oui, c'est économique, c'est tout ça, mais en fait, finalement, ils font beaucoup de manœuvres militaires sur toutes les places du monde. Donc ça veut dire que quelque part, elle se met centrale sur beaucoup de plans, et sur le plan militaire aussi. Menace chinoise, donc ça va être sur l'Ukraine, ce qu'on ne voit pas du tout en Europe et ce qu'on voit tous les jours quand on est à Hong Kong, c'est que là, vous avez la Chine-Amérique. Vous avez une communalité d'intérêt entre les États-Unis et la Chine pour que ce conflit dure le plus longtemps possible. La Chine pille la Russie de ses hydrocarbures, et nous avons un transfert de valeur aux États-Unis comme on n'en a pas eu depuis la Seconde Guerre mondiale, à travers le gaz naturel liquéfié, à travers la défense et à travers maintenant la réindustrialisation de l'Europe qui ne se fait pas en Europe mais qui se fait aux États-Unis avec le programme IRA. Donc il va de soi qu'ils vont s'entendre. Et vous voyez que chaque côté, que ce soit aussi bien les Chinois que les Américains, arment chaque camp pour se défendre et non pas pour gagner. Et c'est tout simplement parce qu'il faut que cette guerre dure le plus longtemps possible, parce qu'elle fait le jeu à la fois de la Chine et des États-Unis. Donc là, vous êtes en train de dire ils vont s'entendre, Blinken et son homologue, en se disant finalement on continue la guerre en Ukraine. Et la seule chose que va dire Blinken, c'est ne donne pas trop d'armes offensives à la Russie, parce qu'elle est en train de gagner sur le champ de bataille. Et la dernière chose qu'on veut, c'est qu'il y a un des deux camps qui gagne. Si je peux me permettre, la formule peut se résumer à on est en désaccord sur tout, sauf sur l'essentiel. Oui, mais d'accord, mais l'essentiel sur le conflit en Ukraine, David Barres, We agree to disagree, comme on dit en anglais. Oui, mais pour préciser votre pensée, parce que là, les Américains, on a bien vu que même pour débloquer une aide militaire à l'Ukraine, ça a pris quand même un certain temps. C'est justement plusieurs mois. C'est la raison pour laquelle M. Biden a besoin, dans sa campagne électorale, de montrer que l'Ukraine va reprendre le dessus sur le combat dans les mois qui viennent. Donc c'est la raison pour laquelle Blinken va dire à la Chine, pendant quelques mois, vous calmez, parce qu'il faut que nous, on montre au peuple américain qu'on a eu raison de passer ces mesures. Je vais me permettre d'ajouter quelque chose. Mais n'oubliez pas la communalité d'intérêt entre Chine et États-Unis à ce que ce conflit russo-ukrainien dure le plus longtemps possible. Au point de vue meilleurs ennemis, on a appelé l'émission parlementaire, il s'est passé quelque chose de relativement important aux États-Unis. Vous aviez un comité bipartisan dirigé par le législateur Mike Gallagher depuis 2 ans. Mike Gallagher se retire. Le comité était prévu pour durer 2 ans. Ce comité était destiné à étudier toutes les mesures qui pouvaient être prises contre la Chine. On est arrivé d'une certaine façon au bout de ce processus. Le comité se dissout. La Chine n'est plus un enjeu électoral. L'Ukraine en est beaucoup plus un. C'est ce que vous pensez. Un mot justement, Alain Chavron. Les États-Unis donc signent en plus, ils ont signé, parce que d'abord, juste pour terminer sur l'Ukraine, pardon. Est-ce que la Chine veut jouer aussi un rôle diplomatique, à votre avis ? Alors, écoutez, jusqu'à aujourd'hui, non. Elle n'a pas joué de rôle du tout. Elle se contentait effectivement de fournir un certain armement à la Russie, parce qu'on parle d'armement, on imagine des canons et tout ça, mais c'est un camion qui porte du riz, il peut porter des munitions aussi. Donc, et ça, je crois qu'ils en ont vendu des milliers à la Russie de ces camions. Ils ont vendu aussi des drones, par exemple. Vous savez que les drones, on les trouve dans les supermarchés en Chine pour 20 balles, et c'est des drones qui peuvent servir dans un conflit. Donc, il y a une sorte de quantité de matériel à la limite du militaire et du civil, qui sont partis pour la... Sur le plan diplomatique, jusqu'à ces derniers mois, ces dernières semaines même, non, la Chine ne jouait pas le rôle, elle restait très en arrière, comme vous le disiez. Tant qu'ils se tapent sur la gueule, ça va. Mais ils ont ouvert un dialogue avec l'Ukraine. Et moi, ça me titille. Je ne comprends pas bien pourquoi ils ont, après avoir refusé le dialogue pendant des mois et des années même, ils ont ouvert un dialogue avec l'Ukraine. Alors pourquoi ? Est-ce qu'ils ont fait un calcul que le conflit tournerait peut-être en faveur... Zelensky n'a pas fermé la porte aux Chinois d'ailleurs.
il n'a pas fermé la porte aux Chinois. Au contraire, il a cherché le dialogue avec les Chinois depuis le début, mais il n'avait pas de réponse chinoise. Il en a une maintenant depuis, je ne sais plus, il y a eu une délégation ukrainienne qui est allée en Chine. Et donc il y a un dialogue. Alors pourquoi ? Pour moi, c'est un peu un mystère. Alors, est-ce qu'ils ont fait le calcul que finalement l'Ukraine gagnerait, que la Russie perdrait et qu'il valait mieux quand même avoir de fer au feu ? Je ne peux pas vraiment expliquer ce retournement, mais il y a un retournement. Et pour répondre à votre question, est-ce qu'ils jouent un rôle diplomatique maintenant, les Chinois ? Oui. Peut-être bien. De fer au feu, donner des gages. Fer au feu, c'est-à-dire Non, mais c'est ce que vient de dire Alain. C'est-à-dire, on est de façon dissimulée une aide à la Russie, mais on ne le dit surtout pas, parce qu'on sait bien que des sanctions encore plus graves que celles qui ont été proférées, y compris dans les 2 derniers jours, puisque dans les 2 derniers jours, les États-Unis... On ne le dit pas, mais tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, les Américains le savent. Oui, on n'est pas passé au niveau de sanctions que les États-Unis ont annoncé. Et d'ailleurs, dans la lettre de mission de Blinken cette fois-ci, il y a la possibilité de sanctions financières contre la Chine. Et donc, en face de ça, il est bon de donner quelques gages, d'avoir de fer au feu. Moi, je ne crois pas trop au pari ukrainien de la Chine, mais ce à quoi je crois, c'est cette volonté de toujours jouer une multipolarité maximum, alors même que la réalité... Et pourquoi vous ne croyez pas, justement, à ce nouveau rôle diplomatique de la Chine ? Puisqu'en fait, ils ont même parlé de la conférence qui va avoir lieu en Suisse. Xi Jinping en a parlé, les Chinois en ont parlé avec Olaf Scholz, donc ils ont peut-être une volonté d'apparaître comme médiateur. Encore une fois, je vais peut-être vous paraître comme minimisant la capacité et la force de frappe de la Chine systématique. Je pense que l'expérience diplomatique de la Chine, excusez-moi, c'est peut-être très fort comme expression, n'est pas telle qu'elle puisse aujourd'hui organiser une conférence de grande ampleur pour réconcilier tout le monde. Elle a donné à la fois les États-Unis ne le voudraient pas. Elle a trop de fer au feu un peu partout pour être fiable et pour donner confiance à qui que ce soit dans une réconciliation. Alors là, si je peux me permettre d'ajouter, il y a un intérêt à court terme qui est d'organiser une guerre des prix du pétrole entre l'Iran et la Russie pour avoir le pétrole le moins cher possible. Donc ces 2 conflits actuellement, la Chine est absolument ravie d'avoir 2 fournisseurs de pétrole qui ont désespérément besoin d'argent et d'obtenir les hydrocarbures à des prix dont elle a toujours rêvé. Alain Wang, les États-Unis ont quand même signé des accords militaires avec le Japon, avec les Philippines, avec la Corée du Sud, avec l'Australie. C'est clair qu'ils voient d'abord cette menace, la Chine comme une menace militaire. De toute façon, les Américains ont toujours dit que la menace, c'était pas ce qui se passait en Russie, pas ce qui se passait, du côté d'Israël, que la menace, c'était la Chine. Et ils s'y préparent maintenant depuis très très longtemps. Tout ce qui est en train d'être organisé au niveau du Pacifique, on va dire ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique, évidemment est central pour les États-Unis. Et le renforcement des liens avec les Philippines, par exemple, puisque les Américains sont en train de réouvrir 4 bases militaires aux Philippines, ils viennent de faire des manœuvres militaires maritimes importantes. Pour les États-Unis, l'enjeu, il est là. C'est cette partie du monde. Du coup, ça pourrait entraîner une déflagration, parce qu'on parle d'entente, d'intérêt commun. Vous parlez d'intérêt commun, David Bavrez, entre les États-Unis et la Chine. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est l'art de la guerre, c'est diviser les ennemis. Et là, le président Xi, en fait, travaille quasiment pour les États-Unis, qui arrive à fédérer tous les voisins chinois, y compris on voit un rapprochement par exemple entre le Japon et la Corée du Sud. On en rêve depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on ne comprend pas. Je crois que la Chine ne se rend pas compte que sa démarche est en fait très contre-productive et bénéficie aux États-Unis dans la mer de Chine puisqu'ils arrivent à fédérer. Quelle est la démarche très contre-productive dont vous parlez ? C'est de la part du gouvernement chinois, c'est d'être de plus en plus agressif en mer de Chine vis-à-vis de tous ses voisins. Donc ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité, bien sûr. Alors, c'est à la fois sur une carte qu'ils ont publiée au mois de septembre dernier avec des frontières qu'on n'avait jamais vues, et puis il y a la réalité quotidienne en mer où il y a des bateaux qui s'accrochent, et la Chine est de plus en plus menaçante vis-à-vis de tous ses voisins. Chalvon, je voulais réagir. Oui, je voulais dire, pour reprendre ce sujet, que c'est le retour à la politique d'Obama, quelque part. On appelait ça le containment, contenir la Chine, et il avait fait une sorte de barrage. D'endiguement en français. Endiguement, voilà, d'accord, ok. Il avait fait une sorte de barrage dans le Pacifique contre la Chine et il avait créé un plan, un vrai traité qui excluait la Chine d'une coopération transpacifique. Trump a annulé ce traité par anti-obamisme, on peut dire. Les Chinois, immédiatement, en ont profité pour faire leur traité qui exclut les États-Unis.
Et on en était à cette situation où les deux étaient confrontés. Maintenant, Biden essaye de reprendre cette politique d'endiguement, mais il y a de l'entente, c'est ce qu'on entend sur ce plateau. Justement, Jean-François Di Meglio, Taïwan, ça reste le dossier explosif. Là, on parle d'une sorte d'encerclement militaire des États-Unis avec justement les voisins de la Chine. Et il y a une aide à Taïwan qui fait partie du package qui a été débloqué au Congrès et promulgué par Joe Biden aujourd'hui. Bon, évidemment, les Chinois n'ont pas bien réagi, là. Non, mais avant la visite de Blinken, ils ont publié un communiqué en 5 points, en chinois et en anglais, pour bien poser les jalons de cette visite. Taïwan est mentionné, mais pas du tout dans le 5e point qui est le plus important. Taïwan est mentionné au titre des non-ingérences, c'est-à-dire qu'effectivement, Taïwan étant considéré comme une partie de la Chine, on ne veut pas que les autres viennent s'ingérer dans l'affaire de la Chine. Mais le 5e point et le plus important, c'est le maintien de la paix dans le monde. Donc vous voyez une petite contradiction quand même. Les Chinois agitent ce mot d'indépendance. Il n'y a qu'eux qui parlent d'indépendance. Personne à Taïwan ne parle d'indépendance. Donc ça ne sert à rien de parler de la menace d'indépendance de Taïwan, c'est simplement pour dire... Pas d'indépendance, il parle d'autonomie. Enfin, il y a ça n'a rien à voir. Et justement, les Taïwanais sont suffisamment malins pour ne pas utiliser le mot d'indépendance. Et les Chinois sont suffisamment malins... Ils n'ont pas envie de devenir chinois. Et de moins en moins. De moins en moins. Donc, mais il y a un parti indépendantiste tout de même. Oui, il y a un parti qui... le parti qui a gagné les élections. Ce mot n'existe pas. Il est autonomiste, en tout cas, il est anti-chinois. Voilà comment on pourrait le qualifier. Non. Le parti, il y a des factions indépendantistes au sein du Parti progressiste qui est au pouvoir actuellement, mais qui a relativement régressé, comme vous le savez, aux élections conjointe de décembre dernier, mais il n'y a pas de parti, il y a une fraction indépendantiste, oui. En tout cas, ils sont plutôt anti-chinois, en tout cas ceux qui sont aujourd'hui à la tête de Taïwan. Hein. C'est ça l'idée. Anti-chinois, non, j'irais dans le sens ils sont en opposition par rapport au système chinois. Que proposait la Chine? De toute façon, à partir de 2014, ils auront proposé un pays de système, ce qui était le cas à Hong Kong. Les Taïwanais ont très bien vu ce qui s'est passé à Hong Kong. Justement. Donc aujourd'hui, ils vont certainement pas se rapprocher de la Chine pour avoir un pays de système. Maintenant, de l'ordre de déclarer une indépendance formelle, je les vois pas non plus le faire. Je veux dire, c'est pas du tout dans l'optique ni du président Lai qui va arriver. Et d'ailleurs, le discours taïwanais, c'est de dire qu'il n'y a pas besoin de déclarer l'indépendance. On les prérogatives d'un pays indépendant. Sauf justement, David Vavresse, si la Chine décide... Les Taïwanais veulent le maintien du statu quo, qui est gérer les provocations des deux côtés, autant gérer les provocations de la Chine continentale que des États-Unis. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se tournent de plus en plus vers le Japon comme allié historique fidèle, en disant... Et le Japon se tourne de plus en plus vers les États-Unis. Oui, en disant non, le Japon, c'est pas les États-Unis. Le Japon va nous aider à maintenir le statu quo. Et on a un mouvement nationaliste anti-japonais qui est en train de monter en Chine. Très fort. Ça, c'est pour complexifier un peu plus. Est-ce que Taïwan reste tout de même, je dirais, l'étincelle qui pourrait faire exploser l'ensemble dans cette région, David Vavresse, malgré tout? Alors, moi, c'est pas du tout mon sentiment. Mon sentiment, c'est que la solution, c'est qu'il n'y a pas de solution. Et que c'est le maintien de la situation actuelle qui, en fait, sert tout le monde. Si vous êtes le président Xi, il vaut mieux tous les jours en parler en disant je vais envers... Mais c'est fixer des objectifs. Vous le disiez, il est plus agressif aujourd'hui. Et de ne pas le faire, ce qui fait qu'il a tout le bénéfice de le faire et sans prendre le risque de le faire. Donc, et côté américain, on voit bien que quand TSMC essaie de construire une usine en Arizona, elle a 2-3 ans de retard, ce qui fait que TSMC va l'ouvrir en 2027-2028. Entreprise taïwanaise, là. Entreprise taïwanaise, c'est des semi-conducteurs, ils vont l'ouvrir au moment où la technologie est complètement dépassée. Donc la technologie sera entre les mains des Américains, mais elle ne servira plus à rien. Donc les Taïwanais sont très très malins. Ils ne nous ont pas attendus pour savoir gérer provocation américaine, provocation chinoise, et ça va durer encore très longtemps. Enfin là, ils reçoivent un peu de matériel américain, matériel militaire américain. Oui, mais quand vous parlez avec eux, ils disent on n'a pas le matériel dernier cri. Parce que les Américains refusent de nous le vendre parce qu'ils se sont mis d'accord avec la Chine en disant Taïwan n'aura pas le matériel d'un écrit. Donc, aller dans la granularité, aller au-delà des communiqués de presse pour faire plaisir aux gens. La réalité, quand vous parlez aux Taïwanais, ils doivent gérer les deux camps. Et juste pour abonder 2 secondes dans ce sujet-là, il y a eu aussi la visite la semaine dernière de Ma Ying-jeou, l'ancien président de Taïwan, qui a été très bien reçu en Chine. Et s'il a été bien reçu en Chine, ça n'est pas parce qu'il est Ma Ying-jeou l'opposant au parti au pouvoir actuellement, mais c'est aussi parce que c'est un message, un de plus, comme l'année dernière, qu'il y a moyen de se parler. Ils ne veulent pas la guerre, évidemment. Si vous voulez ajouter un peu de complexité à la complexité, on pourrait dire que les relations économiques
Ça va bien. Ça va plutôt bien. Alors, quid de l'Europe, puisque vous parliez de cette inexistence de l'Europe, elle existe quand même. Cette visite, justement, de Blinken sur fond d'une affaire d'espionnage assez étonnante. L'arrestation d'un assistant parlementaire allemand, d'un député européen du parti d'extrême droite allemand, tête de liste de l'AfD aux élections européennes, qui ont lieu donc le 9 juin. Il a été arrêté sur des soupçons d'espionnage au profit de la Chine. On va écouter Olaf Scholz. Nous ne pouvons accepter l'espionnage à notre encontre, quel que soit le pays d'où il provient. C'est pourquoi il faut l'identifier et les responsables doivent être arrêtés et traduits en justice. Les arrestations les plus récentes dans ce pays et ailleurs montrent que cela fonctionne plutôt bien. Mais cela ne doit pas nous inciter à la complaisance, mais plutôt nous inciter à nous lancer sur la piste de tous ceux qui nous espionnent et qui menacent notre sécurité dans nos pays. Je crois que c'est le message qu'il faut faire passer immédiatement. Ça a l'air de beaucoup vous amuser, cette réaction d'Olaf Scholz. Ça me fait beaucoup rire. Et pourquoi ? Ça me fait beaucoup rire par rapport au voyage qu'il vient d'effectuer en Chine. Oui. Il n'a pas du tout. Il y était la semaine dernière. La semaine dernière, il n'a pas du tout eu ce genre de position. Et au contraire, il était plutôt dans une position très positive vis-à-vis de la Chine. Mais cette question de l'espionnage, c'est un vrai problème. Oui, mais c'est un vrai sujet. Là, il faut aussi ramener qu'on est dans les élections européennes et que peut-être il a besoin un peu de reprendre la main sur son électorat. Je pense qu'il y a un peu de cette histoire quand même. Parce que des espions, on en arrête beaucoup. Là, moi, j'ai regardé la liste. J'ai regardé la liste. On en arrête en Angleterre. On en arrête en Belgique, on en arrête en Italie, on en arrête partout. Donc c'est pas un espion, on va dire, du côté de l'Allemagne au Parlement européen qui change les choses. On peut pas. Il y a une ingérence, quand on parle d'ingérence étrangère. La Chine a une ingérence massive en Europe, je dirais en plus au Parlement européen, c'est pas nouveau, tout le monde le sait. Dans son influence. Non, c'est pas nouveau. C'est inquiétant ou pas? Le timing n'est pas innocent. Vous lisez la presse allemande, le voyage de M. Scholz a été qualifié de voyage à la Merkel, en disant on se croirait 10 ans en arrière quand le business entre les deux pays est mirifique et on s'entend très bien. Donc M. Scholz, quand il est à Pékin, s'est couché devant la Chine et il avait seulement 10 patrons avec lui parce qu'aucun autre n'a voulu y aller. Ce sont juste les 10 principaux groupes allemands qui peuvent résister en Chine. Et donc curieusement, il revient et j'imagine, un calcul entièrement de politique interne, il trouve, vous savez, des espions chinois, si on veut, on peut en trouver partout à tout moment en Europe. Donc ça n'est pas innocent. Et en fait, ça pose la question on a eu un voyage de Scholz à la Merkel, est-ce qu'on va avoir une réception de Macron à la Hollande quand le président Xi vient d'ici? Ça voudrait dire quoi, une réception de Macron à la Hollande? Parce qu'effectivement, Xi Jinping doit venir donc en France probablement dans quelques jours, voire une semaine. 5 ou 7 mai. Le 5 ou 7 mai. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une réception à la Hollande? C'est par définition, c'est une réception du néant. C'est-à-dire que c'est une réception où l'Europe n'existe pas. Donc aujourd'hui, la semaine dernière, on a su... Elle doit craindre la Chine ou au contraire, elle doit être ouverte à la Chine? L'Europe doit faire ce que, je vous ai dit au début de cette émission, ce que les États-Unis ont fait. Ils ont fait le travail, ils ont défini la rivalité systémique. Ils ont défini des lignes rouges. Et nous, nos lignes rouges, elles doivent être très simples. C'est nous ne sommes pas des lénino-marxistes, nous sommes des capitalistes. Donc, si vous subventionnez... Si vous détruisez le coût du capital avec des subventions publiques, nous allons vous taxer quand nous arrivons. Et deuxièmement, nous voulons une économie décarbonée. Et donc, si vous venez avec une voiture électrique qui a consommé 2 fois plus de carbone pour la fabriquer qu'une voiture européenne, nous allons vous taxer. On va vous taxer à $80 pour commencer. Donc, en fait, Macron ne doit pas faire du Hollande, mais il doit faire du Biden. C'est ça, en fait? Macron doit faire du vrai Macron. C'est-à-dire Macron doit être quelqu'un qui non seulement parle, mais agit. Il faut se souvenir que Macron a été le premier qui, lorsqu'il a reçu Xi Jinping en 2015, si je ne me trompe pas sur la date, il a fait venir le président de la Commission européenne et Madame Angela Merkel autour d'une table avec le président Xi. Donc c'était véritablement une volonté de créer un bloc européen. Et ça a été cassé par Olaf Scholz qui a refusé d'aller avec Macron en janvier pendant la visite officielle. Là, il y est allé tout seul. Est-ce qu'il viendra à Paris pendant la visite de Xi Jinping ? Ça, c'est une question. Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. Mais c'est très intéressant de voir justement la séparation entre la France et l'Allemagne sur la politique par rapport à la Chine. En fait, cette visite chinoise met en évidence les divisions européennes. Donc c'est ça le problème. Je voudrais revenir quand même sur ce qui est d'AfD.
d'espions. Les élections européennes. L'AfD, donc le groupe d'extrême droite allemand. Les élections européennes sont un double scandale pour la Chine. D'abord parce que ce sont des élections démocratiques. Donc c'est quand même un scandale pour le système chinois. Et c'est un scandale si jamais elles conduisaient à une cohésion plus forte de l'Europe. Bon, il faut bien reconnaître qu'il y a peu de chance. Mais néanmoins, les Chinois préfèrent évidemment une grande victoire populiste. Les 35% donnés aux différents partis populistes dans chacun des pays européens qui promettent un délitement des institutions européennes, qui n'arrivera probablement pas parce qu'on a toujours été capable, dans les difficultés, de surmonter. Bon, on va voir. Mais en tout cas, le Parlement européen, avec en particulier un certain nombre de parlementaires européens qui sont très vocaux contre la Chine, c'est l'abomination de la désolation pour la Chine. Si on peut pourrir ces élections, si on peut faire de l'influence à travers l'AfD et sans doute d'autres partis, eh bien allons-y. Donc c'est une bonne mesure de l'Allemagne. Un mot, Alain Chalvron, sur l'Europe. Juste un mot, je dirais que cette affaire d'espionnage en Allemagne est certainement plus de la politique intérieure que de la politique étrangère. En fait, c'est une façon d'affaiblir ce parti néo-nazi, en tout cas d'extrême droite. Je crois qu'il y a d'ailleurs aussi un autre parlementaire de l'AfD qui est mouillé dans une affaire d'espionnage avec la Russie, me semble-t-il. Oui, donc voilà, on vise l'AfD parce que l'AfD, c'est la mauvaise image de l'Allemagne. C'est l'image du passé. Mais qui vise l'AfD là ? Attends, allez-y. Scholz. Moi, je dirais, faut aller aussi un peu plus loin. Les deux autres pays que a visité Xi Jinping en Europe, c'est la Hongrie et la Serbie, qui sont des grands amis de l'Europe jusqu'à nouvel ordre. Je blague un petit peu, mais on sent quand même que c'est deux pays qui empêchent véritablement de se former sur pas mal de plans. Il y a une volonté de déstabilisation, mais depuis très longtemps, la Chine a organisé toujours des grandes conférences, ce qu'on appelait les 16+1, les 17+1, les 4+1. C'était la Chine plus quelques pays européens, plus quelques autres pays, dans lesquels elle essayait de s'organiser. Du 17+1. Autrefois, il y avait un 17+1. Qu'est-ce que c'était le 17+1 ? 17 pays européens qui étaient en bon terme avec la Chine. On a perdu la Lituanie, on a perdu la République tchèque, il reste la Serbie et la Hongrie. 17 L'Europe est encore trop naïve. On avait l'impression qu'elle était sortie de sa naïveté face à la Chine. Mais surtout que les Chinois sont très intelligents. Ils trouvent toujours le maillon faible de notre chaîne. Donc il y avait Cameron au Royaume-Uni, il y a eu ensuite l'Europe de l'Est, les 16+1. Ensuite, il y a eu l'Italie pour les nouvelles routes de la soie. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est la France. Donc, quand la Chine vous dit « vous êtes mon meilleur ami en Europe », il faut se méfier parce que vous savez que vous êtes le maillon le plus faible de la chaîne. Donc, le président Macron devrait peut-être, à mon avis, faire un peu attention. En tout cas, on en parlera bien sûr de cette visite de Xi Jinping en France. Merci beaucoup Alain Chalvron d'avoir été avec nous, Jean-François Di Meglio. Merci David Bavrez, merci. Alain Wang. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux. À demain.